Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous faire le deuxième complément du cours entrepreneuriat destiné aux étudiants de la faculté des sciences biomédicales de la filière SMP S6. Alors, la dernière fois, je vous ai présenté le déroulement d'un travail sur un projet donné. Donc, ça commence toujours par une introduction de la problématique ou de la thématique traitée pour expliquer d'où vient l'idée et à quel problème répond-elle. Ensuite, vous devez présenter l'idée du projet avec ses tenants et ses aboutissants. Puis, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse du marché. Et nous avions vu la dernière fois, l'analyse du marché est une étude complète qui couvre à la fois les clients, les concurrents directs et indirects, la réglementation et les fournisseurs. Puis, il y a la présentation de l'entreprise et aussi la présentation de son organisation. Et ici, il faut clarifier l'organigramme d'entreprise, le but étant de répartir les tâches et les responsabilités entre les différents membres de l'équipe. Ensuite, il y a la présentation des produits de l'entreprise, donc la proposition de valeur de l'entreprise, et suivront après les différents plans, à commencer par le plan technique, le plan de production, le plan marketing et le plan financier. Et pour terminer, il faut qu'il y ait une partie qui couvre tout ce qui est stratégie de développement pour les années à venir et vous finissez par une conclusion et des perspectives. Voilà, donc ça on l'a vu la dernière fois. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une partie précise qui est l'étude financière. Alors, avant de commencer la partie étude financière, nous allons couvrir une première partie sur le financement et l'investissement. Alors, c'est quoi le financement et c'est quoi l'investissement? Alors, commençons par parler de ce que c'est que le financement. Alors, le financement, c'est quoi? C'est l'opération qui consiste à chercher à obtenir des ressources monétaires nécessaires pour répondre aux différents besoins de l'entreprise. Donc, nous allons chercher à travers les différentes interfaces à avoir des sources de financement. D'accord? Quant à l'investissement, alors il est différent du financement. L'investissement, c'est quoi? C'est le placement de ces capitaux que nous venons de chercher dans cette phase. Donc, c'est le placement de ces capitaux-là dans une activité économique. Donc, si je veux résumer de manière très simple, le financement, alors c'est l'obtention de capitaux et l'investissement, c'est le placement de ces capitaux. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, le financement, c'est chercher à obtenir des capitaux et l'investissement, c'est décider comment vous allez placer ces capitaux. D'accord? Alors, j'aimerais souligner un point. Alors, je ne me considère pas comme un expert financier, mais en fait, j'essaie de vous faire ce complément de cours, en se basant sur mon expérience en tant qu'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, généralement, il est censé avoir vécu les différents volets d'une entreprise et la gestion financière est un élément très important pour un entrepreneur. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est la différence entre le financement et l'investissement. Donc c'est le financement, je rappelle, c'est l'obtention de capitaux et l'investissement c'est le placement de ces capitaux. Alors, voilà, ça on l'a vu.
Alors, donc, chaque entreprise a besoin de moyens financiers pour couvrir ses investissements. Donc, il y a toujours ces besoins-là auxquels l'entrepreneur doit réfléchir. Et donc, le responsable doit être apte à définir quelles sont les sources de financement à disposition. Les erreurs dans le domaine de la gestion financière conduisent rapidement et inéluctablement vers des conséquences dramatiques. Donc, on peut avoir un entrepreneur qui est très bon techniquement, qui va assurer la production sans problème, etc. Mais s'il ne sait pas gérer l'argent, ben il va aller directement vers la faillite. D'accord? Donc la gestion d'argent, la gestion financière est un élément crucial au niveau de la gestion d'entreprise. Alors comment se fait, alors c'est ce qu'on va voir maintenant, comment définir quels sont les besoins en termes de capitaux. Alors la planification financière, c'est l'évaluation des systèmes de contrôle financier, y compris la création de rapports et la planification qui permettent aux gérants de prendre des décisions budgétaires avisées. Ça, on va le voir, on va en parler après. Comment faire une planification financière. Alors, maintenant, on va répondre à la question simple. Quels sont les différents besoins en capitaux euh, que l'entrepreneur peut solliciter? D'accord? Alors, ce tableau-là va résumer les différents besoins. Alors, d'abord, il y a la fondation. Alors, quand on va fonder une entreprise, il y a des frais administratifs pour la création. Vous savez, quand vous allez créer votre entreprise, vous êtes censé passer aux CRI pour déposer différentes paperasses. Donc là, ça génère automatiquement des frais administratifs. On fait appel assez souvent à des fiduciaires, à des avocats, des conseillers, donc il y a des frais de consultation. Et pour certains, pas pour tous, mais pour certains, on peut s'inscrire à des cours ou faire appel à des coachs pour le suivi, surtout pour le démarrage. D'accord? Donc ça nécessite des frais. Ensuite, il y a tout ce qui est investissement architectural. Là, on parle du bâtiment. Donc, des fois, on peut avoir besoin d'un bâtiment neuf, complètement neuf. Donc, on peut acheter même un terrain et bâtir son usine. Et assez souvent, on peut récupérer un bien qui est déjà existant et on va le restructurer ou le rénover. Alors aussi, euh, il y a les investissements administratifs. Donc, on peut acheter des véhicules, on peut acheter une installation informatique, ça va des PC, donc hardware, logiciel, toute l'installation autour. Il y a tout ce qui est aménagement du bureau, donc les tables, les chaises, tout ce qui est fourniture. Il y a les téléphones fax, photocopieurs, téléphones mobiles, modems, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est administratif. Il y a aussi tout ce qui est production. Donc il y a besoin d'acheter des machines, il y a besoin de les installer, de les qualifier. Il y a aussi l'entrepôt. Donc souvent, quand on veut stocker de la matière première ou stocker du produit fini ou semi-fini, il y a besoin d'avoir une zone de stockage. Donc un entrepôt pour 2 à 3 mois, premier achat. Euh, alors, il y a aussi le marketing, et là, on va faire la différence entre le démarrage et la continuité par la suite. Alors, pour le démarrage, généralement, les choses les plus simples, c'est d'abord, il faut qu'il y ait un panneau de l'entreprise, des affiches lumineuses, des papiers en tête, des cartes visites, des brochures, des flyers, un site web. Donc, tout ça, c'est des charges de marketing, de publicité qui vont s'imposer au démarrage de l'entreprise. Une fois que c'est créé, donc l'entreprise aura aussi des charges, continuera à avoir des charges marketing pour faire de la prospection à travers le mailing, ça peut être aussi le SMSing, ça veut dire l'envoi de SMS clients aux prospects. Et il y a tout ce qui est, on peut organiser des événements pour les clients, il y a tout ce qui est relations presse, donc ça aussi, ça nécessite des charges. Et il y a tout ce qui est annonce au niveau des journaux, au niveau de la télé, de la radio, au niveau des différents médias. Et bien sûr, il y a toujours les frais d'entretien du site web pour son administration. En cas de bug, en cas de hacking, etc. Donc, il y a besoin d'avoir un contrat de maintenance en cas de problème.
Alors ensuite, il y a aussi les charges d'exploitation, à savoir l'entretien des véhicules, l'entretien informatique, tout ce qui est installation, frais de téléphone, Internet, etc. Il y a tout ce qui est coût service photocopieuse, il y a tout ce qui est aussi charge leasing dans le cas où on achète quelque chose en leasing, la réparation, l'électricité, le port, le nettoyage, les intérêts bancaires et frais, le loyer, ça c'est important, les charges de chauffage compris. Ensuite, il y a tout ce qui est dépenses production. Alors, il y a la maintenance des machines, il y a tout ce qui est électricité, eau et eau résiduelle, il y a tout ce qui est loyer, charges, etc. Et remboursement leasing. Donc, tout ça, ça rentre. Alors là, on voit la différence. Ici, c'est tout ce qui est en relation avec l'administration. Ici, c'est la même chose, mais en relation avec la production. Et enfin, il y a tout ce qui est frais du personnel, donc tout ce qui est frais des ressources humaines, à savoir, ça commence par les salaires, que ce soit directeur ou employé, il y a la contribution sociale, tout ce qui est mutuel, tout ce qui est CNSS, tout ce qui est caisse de retraite, etc. Et bien sûr, il y a aussi les charges du fiduciaire, des avocats, des conseillers et tout ce qui est cotisation, sans oublier les assurances, bien sûr. Donc tout ça, c'est un ensemble de besoins de capitaux. Donc un entrepreneur est censé connaître un peu avoir cette vue panoramique sur les différentes charges qui peuvent être cruciales pour l'entreprise et auxquelles assez souvent on oublie d'y penser. D'accord? Alors, voyons un peu quelles sont les formes de financement. Alors, pour chercher un financement, il y a différentes voies. Alors, la première voie, c'est la voie la plus normale, c'est apporter un capital propre. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Ça veut dire que l'entrepreneur va ramener de l'argent par lui-même. Deuxième volet, c'est quand on fait appel à un capital étranger. Donc, on va aller chercher des gens qui vont financer l'entreprise et assez souvent, c'est sous forme d'emprunt. Donc, on va emprunter de l'argent auprès des banques, auprès d'organismes financiers. Alors, une société, ça c'est important, une société est réellement en bonne santé. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une société est en bonne santé? Lorsqu'elle affiche entre 30 à 60% de fonds propres. Donc, une entreprise, elle a intérêt à se financer elle-même parce qu'automatiquement, une fois on dépasse un certain pourcentage de financement étranger, automatiquement, on commence à perdre les rênes de l'entreprise. Donc, une société en bonne santé, c'est celle qui affiche entre 30 à 60% de fonds propres. Alors là, nous parlons d'un élément important, d'une notion importante, qui est ce qu'on appelle la rentabilité. Alors, c'est quoi la rentabilité financière? Sa définition, c'est le résultat net courant sur les capitaux propres. Alors, c'est quoi le résultat net courant? C'est en fait ce que la société gagne en argent à la fin de l'exercice comptable. C'est ce qu'elle va pouvoir générer comme rentrée financière quand on retranche toutes les charges. Donc, quand on enlève toutes les charges, on enlève les impôts, etc. Donc, s'il va rester, donc c'est ce que vraiment l'entreprise a gagné, ce qu'on appelle le résultat net courant. Donc, divisé par les capitaux propres, ça nous donne la rentabilité. Donc, c'est la capacité des capitaux à investir. Donc, quand on va investir un certain capital, c'est la capacité à dégager un certain niveau de profit. D'accord? Alors maintenant, pour l'investissement, alors si on a l'argent et qu'on ne fait rien, on ne va pas pouvoir générer du profit. Donc, sans équipement, machine, appareil, aménagement adéquat, aucune prestation ne peut être fournie à la clientèle. Donc, l'investissement, il est primordial si on veut dégager de l'argent. On ne peut pas récolter de l'argent, récolter des bénéfices, du profit, si on n'investit pas au niveau de ce qu'on propose comme solution. Donc, s'il y a besoin de machines, il faut les acheter. S'il y a besoin des logiciels, il faut avoir la licence, etc. Donc, le responsable d'entreprise se trouve donc constamment confronté aux questions financières relatives au personnel et aux investissements. Donc voilà, donc un entrepreneur il est toujours face à cette question. Quelle est la priorité d'investissement? En quoi dois-je investir? Qu'est-ce que je dois laisser pour après, etc. Et les décisions erronées doivent dès lors être évitées à tout prix. Vous voyez, à chaque fois on revient sur ce point, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en anglais decision making, la prise de décision qui est très critique pour un entrepreneur. Donc savoir prendre la décision au bon moment et ne pas tarder à la prendre parce que souvent on paye le prix. D'accord?
Alors, différents moyens d'investir. D'abord, il y a tout ce qui est acquisition des moyens de production. Donc, on peut acheter des machines, on peut acheter des appareils de test, des appareils de production, etc. Mais il y a aussi, et on a ceux qui optent pour le placement de capitaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire de l'épargne en fin de revenus, de plus-value et de protection contre l'érosion du pouvoir d'achat. Pour les sociétés qui dégagent, surtout pour tout ce qui est banque, assurance, etc., qui dégagent beaucoup d'argent, qui dégagent de l'argent liquide, donc elles pensent à l'épargne et en fait, parmi les placements les plus courants, on distingue, alors on va voir ces types-là, il y a les biens immobiliers, donc ça peut être, on va immobiliser de l'argent en des biens immobiliers, ça peut être un immeuble, une villa, un terrain, etc. Les avoirs en banque, les valeurs mobilières, les hypothèques donc et les métaux précieux. Alors, on va voir donc là, on a vu les deux, on va voir chaque élément tout seul. Alors, l'acquisition des moyens de production. Alors, il y a trois types. Donc, on peut renouveler complètement les machines. Ça veut dire que j'ai une ancienne machine et il y a une nouvelle génération de machines qui sort, donc je veux complètement renouveler. Il y a l'extension. Donc, je vais augmenter mon parc, étendre mon parc. Ça veut dire que je vais apporter plus de machines, mais qui sont similaires. Ou il y a ce qu'on appelle la rationalisation. C'est qu'à un certain moment, quand on fait l'extension, à un certain moment, pour assurer une efficacité, ce qu'on appelle le lean management ou le lean manufacturing, ça veut dire qu'on va essayer de réorganiser pour essayer d'éliminer les gaspillages et de monter en termes d'efficacité économique de l'entreprise. Alors, pour faire de l'analyse d'investissement, et pour sélectionner quel est le meilleur investissement, il y a différentes techniques. Il y a des procédés, ce qu'on appelle les procédés statiques, et des procédés dynamiques. Alors, il n'y a pas le temps pour en parler, mais il y a différentes techniques qui permettent d'évaluer est-ce que cet investissement, est-ce qu'il est plus intéressant qu'un autre ou pas. Alors ensuite, donc quand on fait l'analyse, on va choisir, donc on va prendre une décision sur quel est le meilleur investissement. Et une fois on le fait, donc il faut choisir comment on va avoir ces capitaux, puisqu'on a vu côté financement. Donc on va voir est-ce que c'est un crédit leasing, un crédit, ce qu'on appelle crédit leasing. Ça veut dire que on va acheter un bien avec des redevances. C'est comme si je paie un loyer avec option d'un droit de propriété à l'échéance. Ça veut dire qu'au moment où je termine mon échéance, ben le bien va m'appartenir. D'accord? C'est ce qu'on appelle le crédit bail. Alors, pour le placement de capitaux, pour le placement de capitaux, il y a le placement de capitaux à court, moyen et long terme. Alors, soit on les place au niveau des comptes, bancaires, soit on peut les placer au niveau des métaux en tant que métaux précieux. Alors, ce qu'on appelle métaux précieux, c'est l'or, l'argent, le platine. Alors, on les appelle métaux précieux pour leur aspect, leur nature chimique et leur qualité physique exceptionnelle. Ils servent à des fins de placement. Donc, il y en a ceux qui investissent leur argent en l'achat de métaux précieux. Il y a aussi ce qu'on appelle les papiers valeurs, les titres, et il y a tout ce qui est, en fait, voilà, c'est une reconnaissance de dette à laquelle est associé un droit qu'on ne peut faire valoir ni céder que contre présentation du document. C'est comme les titres boursiers. Alors, pour décider quel placement, il y a différents critères. Alors, ces différents critères, il y en a trois. Il y a la rentabilité. Est-ce que ce placement va être rentable ou pas? Il y a la liquidité. Alors, la liquidité, ça veut dire est-ce que je peux récupérer du liquide très rapidement ou pas? Je prends l'exemple, si j'achète un bien immobilier, si j'achète un terrain, ben c'est pas la liquidité généralement, elle est moindre comparée à si je place mon argent au niveau de la banque. Parce que si je la place à la banque, je peux la récupérer facilement, alors que un bien immobilier, il peut être rentable sur le long terme, mais l'aspect liquidité, il est inférieur. Et enfin, il y a la partie sécurité.
sécurité dans le sens où j'investis mon argent, mais il y a peu de risques que je perde la valeur initiale que j'ai investie. D'accord? Si je prends le cas, par exemple, de la bourse, ben, la bourse, ça présente toujours des risques, ça monte et ça descend. Donc, à un certain moment, je peux complètement perdre ce que j'avais investi. Et donc, pour comparer différents choix de placement, il y a besoin de faire ces comparaisons de rentabilité, liquidité et sécurité pour décider enfin quel plan de placement on va choisir. Alors voilà, tout ça c'était je dirais une introduction pour voir un peu ce que c'est que le financement, ce que c'est que l'investissement. Maintenant, on va parler un peu de la gestion financière. Alors, ce qu'on va voir, on va voir un peu, on va parler de la comptabilité générale. Ensuite, on va parler, celle qui nous intéresse, c'est la comptabilité analytique, ce qu'on appelle l'analyse des coûts, le calcul des coûts. Et on terminera par parler des budgets d'exploitation et de l'analyse financière pour conclure à la fin. Alors, comptabilité financière, on ne va pas passer beaucoup de temps, c'est le travail d'un agent comptable. Alors, c'est quoi? Le but essentiel, c'est de dresser l'état financier de l'entreprise à chaque période financière. Il faut savoir que, et il y a des entreprises généralement qui font pour eux la période financière c'est chaque 3 mois, il y en a ceux pour lesquels c'est chaque mois. D'accord? Donc chaque mois, l'entreprise est censée dresser son état financier. Alors à quoi sert cet état financier? C'est une sorte de carte visite pour les interfaces suivantes. Alors d'abord le gouvernement, parce que en fait surtout pour déposer les impôts à chaque fréquence, donc à une fréquence donnée, comme j'ai dit, ça peut être un mois pour les grosses entreprises, comme ça peut être 3 mois pour les petites et moyennes entreprises, tout dépend du chiffre d'affaires. D'accord? Donc, il y a d'abord le gouvernement qui demande ses états financiers. Il y a la banque. Alors, il faut savoir, quand on demande un crédit à la banque, ben, automatiquement, il faut ramener ses états financiers. Il y a tout autre prêteur ou créancier lors d'une collecte de fonds. Alors, l'état financier, c'est quoi? Alors, l'état financier, c'est celui qui est très connu, c'est le bilan, mais il y a aussi l'état des résultats, l'état des bénéfices et l'état des flux de trésor. Tout ça, c'est des documents financiers que les comptables savent très bien, à force de les préparer à chaque période financière. Et donc, il y a aussi, ça on va le voir après, le budget, c'est aussi un état financier, mais c'est un état financier prévisionnel pour le futur, pour les années à venir. Alors maintenant, on va passer à une partie qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle l'analyse des coûts, ou le calcul des coûts. Alors, à quoi ça sert? En fait, ça permet de déterminer le prix de revient. On va voir ce que c'est que le prix de revient, ou le coût de revient. C'est le coût total de la fabrication d'un produit qui soit fabriqué ou commercialisé par l'entreprise. Parce qu'on peut avoir, on va le voir après, il y a des entreprises qui vont fabriquer un produit, et on a ceux qui vont juste l'importer et le vendre, d'accord, et qui vont le commercialiser. Alors le coût, le prix de revient, il est égal à toutes les charges supportées par l'entreprise durant le processus de production ou de commercialisation. Alors, il y a différents types de coûts. Généralement, au moins, il y en a 4. Alors, il y a le coût d'acquisition au coût d'achat, il y a le coût de production, il y a le coût de distribution, et enfin, il y a le coût de revient. Alors, on va voir la définition des différents coûts. Alors, il y a... excusez-moi, petit instant. Alors, reprenons ce que c'est que les différents coûts. Alors, il y a le coût d'achat, c'est le prix d'achat de la matière première, d'accord? Ou du produit fini si on ne fait que de la commercialisation. Donc, c'est le prix d'achat majoré de tous les frais d'approvisionnement. Il faut savoir une chose, quand on achète d'un fournisseur, il y a différents types de prix. Il y a ce qu'on appelle le X-Work, ça veut dire que c'est le prix des parts usines. Il y a aussi le prix CFA. Bon, il y a différents types de prix d'achat, en fonction du fait est-ce que on va charger tout sur le fournisseur et après on va lui payer le prix total, ou bien il va s'occuper juste du prix de la matière première et nous
nous allons nous occuper du prix de l'import, etc. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est qu'un prix d'achat, il faut toujours le majorer par les frais d'import, si jamais on va l'importer de l'étranger, les frais de transit, les frais de transport, etc. Il y a aussi, des fois, et surtout par exemple pour, je sais pas, pour l'achat d'une machine, il y a aussi les frais d'installation, de sa qualification, de sa mise en service, etc. Donc ça, c'est le coût d'achat. Ensuite, il y a le coût de production. Alors, c'est quoi le coût de production? C'est l'ensemble des charges occasionnées par la fabrication d'un produit ou d'un service. Donc, c'est le coût d'acquisition des matières premières consommées lors de l'opération de production. Donc, vous savez, pour produire, il y a besoin de consommables. Donc, ces charges-là, ça rentre dans le coût de production. Il y a les salaires, ça c'est très important, les charges du personnel. Et enfin, il y a l'amortissement du matériel. Il faut savoir une chose, quand on achète une machine, on va pas l'affecter en entier dans nos états financiers. On va en fait, on va appliquer ce qu'on appelle l'amortissement. Ça veut dire qu'on va répartir sa valeur en différentes périodes. Ça peut être sur 5 ans, sur 10 ans, etc. Alors enfin, il y a le coût de distribution. Il ne suffit pas de produire le produit, il faut l'acheminer vers le client. Et donc, le coût de distribution, c'est l'ensemble des charges nécessaires à la diffusion et à la vente d'un produit ou d'un service. Donc, c'est le coût qu'on va mettre pour déplacer le produit de l'usine au client. D'accord? Et enfin, il y a le coût complet, le coût de revient, ou le prix de revient. C'est l'ensemble des charges occasionnées par la fabrication, depuis l'achat de la matière première jusqu'à l'arrivée au client. Et ici, ça rentre, il y a aussi toutes les charges marketing, toutes les charges de publicité, etc. OK? Alors, un élément important, au niveau des charges, il y a ce qu'on appelle les charges directes et indirectes. D'accord? Alors, c'est quoi les charges directes et indirectes? Les charges directes sont celles qui affectent directement, euh, en fait, qui sont liées directement au produit. Par exemple, je vends une bouteille, une boisson par exemple, ben, ou, ou bien, je sais pas, je vends un appareil, ben, chaque appareil, il va y avoir, on a besoin, je sais pas, d'une carte mère. Donc, le prix de la carte mère va être affecté directement à l'appareil. D'accord? Donc, c'est le prix d'achat des matières premières, par exemple, la fourniture, qui entre dans la composition d'un produit ou la main-d'œuvre directe. Si j'ai quelqu'un qui travaille que pour produire tel produit, sa charge elle va directement être affectée à ce produit. Donc, ça, c'est les charges directes. Par contre, nous avons les charges indirectes. Ils concernent plusieurs coûts, donc il n'est pas possible de les affecter à un coût particulier. Je donne un exemple. Si j'ai par exemple plusieurs départements dans une usine et que j'ai par exemple la restauration, la restauration, ça affecte tous les départements. Donc, il faut pouvoir les répartir sur les différents départements. Si j'ai les ressources humaines, d'accord, je sais pas, un service ressources humaines qui va travailler avec tous les départements, son coût, il va être affecté à l'ensemble des départements. D'accord? Donc, ces charges indirectes, ils sont difficiles à affecter et donc ils doivent faire l'objet d'un calcul intermédiaire. Exemple, voilà, frais de nettoyage des locaux, services de gardiennage, d'éclairage, d'entretien des matériels, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a besoin de répartir les charges indirectes entre les divisions comptables de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les centres d'analyse. Alors, généralement, dans des entreprises qui se respectent, en fait, l'analyse des coûts, ça passe par, en fait, c'est des gens, et c'est fait par des gens qu'on appelle les cost analysts. C'est des gens qui analysent les coûts, c'est leur métier. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont répartir les charges, surtout les charges indirectes, sur les différents services, les différents départements, de telle manière à ce que chaque département a sa structure de coûts. Voilà, donc imputer le coût à chaque centre d'analyse. Alors maintenant, j'avais dit tout à l'heure, il y a deux types d'entreprises. Il y a celle qui produit et il y a celle qui commercialise. Alors, donc, le cycle d'exploitation, en fait, il diffère suivant le type d'entreprise. Donc, une entreprise commerciale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va acheter de la marchandise, la stocker et la vendre.
Une entreprise industrielle, c'est encore plus compliqué. Donc, elle va acheter de la matière première, elle va la stocker quelque part dans un entrepôt, elle va faire de la production, elle va stocker le produit et ensuite elle va le vendre. Vous voyez que la chaîne de valeur est plus complexe que celle de l'entreprise commerciale. Alors, voilà pour l'analyse des coûts. Maintenant, parlons un peu du budget. Rappelez-vous, un budget, c'est quoi? C'est une prévision financière chiffrée. Donc, c'est un état financier prévisionnel pour les années à venir. Donc, relative à un plan d'action correspondant aux objectifs définis et comprenant les moyens arrêtés pour atteindre ces objectifs. Si aujourd'hui je suis directeur d'une société et je veux travailler le budget de 2021, donc je vais faire la prévision financière de 2021. Donc, automatiquement, ce budget va être lié à un plan d'action parce que derrière, il va y avoir des objectifs qui vont être définis et aussi des moyens et des ressources qui vont être à la disposition de l'entreprise pour atteindre ces objectifs. Alors, toute proposition budgétaire elle repose sur des choix et des hypothèses. Bien sûr, comme c'est des prévisions, donc il y a toujours des hypothèses. Et toute proposition se traduit par des objectifs financiers et non financiers. Donc, comme j'ai dit, il y a des objectifs financiers, mais il y a aussi des objectifs non financiers. Par exemple, je ne sais pas, je décide pour atteindre mon volume de recruter tant de personnes, d'augmenter la vitesse de certaines machines, de bâtir un nouvel atelier, etc. Le contrôle de gestion participe à la définition de ces objectifs et au suivi des réalisations. Alors, un budget global, donc comme j'ai dit, c'est la prévision pour l'année d'après. Donc, il y a différentes rubriques. Il y a ce qu'on appelle le budget d'exploitation, il y a le budget des ventes, le budget commercial, le budget de production, le budget d'achat. Donc, tout ça, ça rentre au niveau du budget d'exploitation. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, en fait, on peut le travailler par service. Et généralement, en fait, là, j'ouvre une parenthèse, il y a deux approches, et généralement, on fait appel aux deux. Il y a ce qu'on appelle le bottom-up et le top-down. Alors, le top-down, ça veut dire que le directeur, le PDG, va décider, va mettre ses objectifs et ça va descendre. Il va dire, par exemple, pour l'année prochaine, je veux atteindre un chiffre d'affaires de, je ne sais pas, 10 millions de dirhams. Et à partir de là, en fait, ça va descendre au niveau de chaque service et chaque service aura ses objectifs et il doit pouvoir les valider. Alors, pour fermer la boucle, il y a ce qu'on appelle le bottom-up. Bottom-up, ça veut dire que je descends, je commence par les services, il y a un travail, un brainstorming qui se fait et chaque service élabore son budget. Après, ça monte au niveau du PDG ou du top management pour décider, pour dire où est-ce qu'il faut rectifier le tir. Donc, généralement, c'est un mix entre le top-down et le bottom-up. Donc, ça, c'est le budget d'exploitation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le budget d'investissement et le budget de trésorerie. Alors, comment un budget s'élabore? En fait, je viens d'en parler. Il y a différents acteurs. Il y a les responsables des départements ou des services. Il y a la direction générale. Il y a les contrôleurs de gestion. En fait, les contrôleurs, c'est des facilitateurs qui vont pouvoir aider les chefs de service et la direction à travailler ces plans budgétaires. Il y a aussi, alors comme c'est des prévisions, donc elles se basent sur des hypothèses, donc il y a besoin d'avoir des données et des informations. Alors les sources d'informations, alors il y a des sources qui viennent en fait, de ce qui est interne, des ressources internes de l'entreprise. On peut se baser sur l'historique, les standards, les engagements pris, les études, les simulations faites en interne. Mais il y a aussi l'externe au service. Donc, on peut faire une planification pour les 3 à 5 années à venir. On peut voir un peu ce qui va venir en termes de loi, en termes d'inflation, en termes de chômage, etc. En termes de développement économique du pays, en termes de la politique salariale. Pardon, ce que je disais là, c'est tout ce qui est en fait aussi externe à l'entreprise. Quand je dis la politique du pays, ce qui va venir comme loi, ça concerne en fait tout ce qui est externe à l'entreprise. Et bien sûr, ici on fait la différence entre, c'est bien de l'indiquer ici, en fait il y a ce qu'on appelle les centres de coûts et les centres de profit. Alors quand j'ai un service et que à la fin en fait ce qui sort
il n'y a que des dépenses, donc là on parle plus de centre de coût. Mais quand j'ai des départements, des services qui vont générer de l'argent, du profit, alors là on parle de centre de profit. Si j'ai par exemple une société qui a plusieurs filiales dans différentes villes et en fait des structures de vente, ben c'est des centres de profit. D'accord? Si j'ai par contre plusieurs ateliers qui font de la production où il y a des charges, du personnel, des machines, d'entretien, etc., c'est des centres de coûts. Et ça, voilà, enfin, ça, j'en ai parlé, l'approche bottom-up versus l'approche top-down. Alors, je termine par l'analyse financière. Alors, l'analyse financière, elle se rapporte à l'évaluation méthodique de la situation financière d'une entreprise, d'une personne et d'un projet. Alors, c'est quoi le but d'une analyse financière? Alors, en fait, ça permet de fournir à l'entrepreneur ou à ses interfaces une vision synthétique qui ressort la réalité de la situation de l'entreprise. Ça veut dire qu'il va sortir son état. Est-ce qu'elle est en bonne santé ou pas? Et qui va aider le dirigeant, l'investisseur et le prêteur dans leur prise de décision. Alors, les aspects les plus souvent étudiés sont la profitabilité, la solvabilité et la liquidité de l'activité considérée. Alors là, je précise ces termes. Alors, profitabilité, ça veut dire que est-ce que l'entreprise est profitable? Est-ce qu'elle génère du profit ou pas? D'accord? En fait, c'est lié directement au profit net qu'elle dégage chaque année. Il y a aussi ce qu'on appelle la solvabilité et la liquidité. Alors, solvabilité, ça veut dire que l'entreprise est solvable, ça veut dire qu'elle peut payer ses dettes. Et liquidité, c'est que l'entreprise a du liquide, peut avoir du liquide très rapidement. Alors, c'est quoi la différence entre solvabilité et liquidité? Alors, toutes les deux, c'est la capacité à, en fait, à rembourser ses dettes. Sauf qu'il y a une différence, c'est que la solvabilité, elle se place dans l'hypothèse de la cessation d'activité. Ça veut dire si jamais l'entreprise arrête, est-ce qu'elle va pouvoir payer ses dettes ou pas? Ça veut dire qu'elle peut vendre les machines, vendre du matériel, vendre peut-être le bâtiment, etc. Donc ça, c'est la solvabilité. La liquidité, c'est la capacité à rembourser les dettes sans cesser l'activité. Toujours en continuant son activité, est-ce qu'elle peut rembourser ses dettes ou pas? Donc c'est ça la différence entre solvabilité et liquidité. Alors, le rapport d'analyse comporte deux grands axes de présentation des données financières pour d'abord observer l'évolution des résultats de l'entreprise sur une période donnée, généralement 5 ans, puis se comparer aux autres entreprises du secteur. Donc généralement, quand on fait une analyse financière, il y a ces deux aspects. On veut voir l'état de santé de l'entreprise prévisionnel pour les 5 années à venir, donc on la voit en elle-même, comment elle se comporte. Puis, il y a le deuxième élément, c'est qu'on va pouvoir la comparer par rapport à ses concurrents sur le marché. D'accord? Et je conclus, alors au quotidien, les gérants d'entreprise sont mobilisés par les multiples activités de la production. Pourtant, il demeure essentiel de prendre du recul sur les opérations afin d'observer l'évolution de la situation financière de l'entreprise. Alors, j'en avais parlé tout à l'heure, ce que je disais, un entrepreneur, généralement, il est noyé dans la technicité, dans la production. Donc, c'est des choses qu'il sait faire, parce que c'est une affaire quotidienne. Par contre, il y a toujours ce besoin d'avoir une visibilité, de prendre un peu de recul pour s'assurer que l'entreprise, elle va dans le bon sens. D'accord? Et trop souvent, ce ne sera que lors de nouveaux investissements et difficultés financières que se présentera l'occasion de faire le point. Voilà, ça c'est une problématique, c'est un dilemme, c'est que généralement, l'entrepreneur, il ne se pose pas, il ne prend pas du recul que quand il y a des problèmes ou quand il y a de nouveaux investissements. D'accord? Et l'analyse financière dresse donc un portrait simplifié de la situation financière de l'entreprise et de son évolution récente. Il permet au gestionnaire d'amorcer une réflexion sur les forces et les faiblesses de son entreprise. Vous vous souvenez, j'avais parlé au niveau du premier complément de l'analyse SWOT, ben c'est un peu similaire. L'analyse financière, ça permet de voir les forces et faiblesses de son entreprise.
Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.